déjà, merci à tous d'être là. Moi, je me présente rapidement. Donc, Adrien Delupaoli, je vais accompagner cette table ronde. Je suis le fondateur du groupe de rigueur. Nous, on est spécialisé innovation pour les grandes marques. Et donc, aujourd'hui, le sujet, l'impact des data. On parlait de sobriété numérique. On a ici plusieurs experts reconnus. On a Perrine Tanguy qui nous vient du collectif Green IT, Anthony Le Serre et de sa société IT on Us, et encore Eric Vidaleng qui est là pour représenter pour une écologie numérique. Je vais vous demander de vous présenter les uns après les autres. Perrine, est-ce que vous pourriez commencer? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Perrine. Je suis consultante en stratégie e-commerce et digital. J'ai particulièrement de l'expérience en retail fashion, donc je connais bien le secteur. Et je suis membre du collectif greenIT.fr et je m'intéresse beaucoup au numérique responsable et au e-commerce responsable. Voilà, sujet qui devrait vous intéresser. Super. Anthony? Bonjour, Anthony Le Cerf. Je suis fondateur de IT on Us, qui est collectif de professionnels du numérique responsable qui regroupe vraiment différents statuts d'acteurs, personnes morales, personnes physiques, et qui crée un écosystème coopératif autour des enjeux multiples et variés du numérique responsable. Ici, je suis aussi en tant que membre et représentant du collectif Conception numérique responsable qui est associé au collectif Green IT. L'un est plus sur une démarche transverse, l'autre est spécialisé dans la conception responsable de services numériques et l'éco-conception qui en fait partie. Voilà. Ici, à double casquette, sous une double casquette comme Perrine et comme Eric, il y en a plus que deux, je crois. Mais aujourd'hui, sans la casquette basketteur, pardon. Sur celle-là. Dans les casquettes basketteur. Eric, bonjour. Bonjour. Je me suis présenté rapidement juste avant votre arrivée. Ok, donc pour une écologie numérique. Rapidement, mais auteur pour une écologie numérique. Et je travaille par ailleurs à l'ADEME et je suis conseiller scientifique de Futurible, un groupe de réflexion. Et j'écris sur blog perso chez Alternative Économique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Le sujet aujourd'hui de l'impact des data, moi au départ, alors je vais le dire avec beaucoup d'honnêteté, j'étais un peu sceptique quand Annick m'a demandé d'animer la table ronde, parce que je me disais, est-ce que c'est le premier sujet qu'on doit aborder aujourd'hui? Tous les sujets sont importants, mais je me demandais, est-ce que l'impact de l'agroalimentaire, l'impact des déchets physiques, l'impact physique humain n'étaient pas des problèmes plus prégnants et plus essentiels à aborder en premier? Et puis en fait, après avoir échangé avec Perrine, avec Anthony, j'ai vraiment pris conscience de l'enjeu et j'aimerais qu'on fasse ça aujourd'hui, qu'on réussisse à faire prendre conscience de l'enjeu, de ce qui se passe véritablement. Anthony, est-ce que tu pourrais nous partager ton point de vue? Pourquoi c'est important? Pourquoi l'impact des data est important et pourquoi on doit se poser la question de cette sobriété numérique? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ce qu'il faut se dire, c'est que la data, quand on va s'interroger sur son impact environnemental, on va se poser la question de son parcours et de son cycle de vie si on veut évaluer correctement son impact. Et la data est utilisée, comme on le met souvent en avant, dans une phase de stockage et de transport. Donc, il y a du transport de cette donnée, il y a du stockage de cette donnée dans les data centers. Mais il y a surtout, et on le voit beaucoup moins, une lecture et une écriture de cette donnée qui est liée aux équipements utilisateurs et qui représente les 2/3 aux 3/4 des impacts environnementaux associés au numérique. Voilà, pour déjà poser les fondements. Quand on parle équipement, on parle bien donc smartphone, tablette, téléviseur, donc tout. Même là, les supports sur lesquels on est en train de regarder cette visio sont des équipements. Tout à fait. C'est les équipements utilisateurs. On en a en moyenne 15 par Français, pour se dire à quel point c'est conséquent en termes de matière. Et ça va être la tablette, ça va être ma box et ma télé connectée, ça va être les objets connectés qu'on a chez soi, ça va être son smartphone. J'en sais rien, on parle de ça parfois, ça me vient à l'instant, mais ça va être son frigo connecté qui va commander ses courses plus vite qu'on en ait besoin.
Tout devient des objets connectés. D'accord. Et tout devient équipement utilisateur. Les principaux sont quand même PC, smartphone, tablette, écran de télévision. Et donc, le problème, si j'avais bien compris nos échanges, c'est les services qui passent à travers tous ces équipements. Eric, est-ce que là-dessus, vous pourriez nous dire quelque chose sur ces problématiques de services? Alors, sur pourquoi en fait la question des données elle est importante et les services? En fait, l'impact environnemental, il réside principalement pas dans les données, mais il réside dans le matériel. La donnée, elle est importante parce qu'elle peut rendre obsolète du matériel et des systèmes. Ça, c'est vraiment le point important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu sur la croissance des données, on est dans des croissances exponentielles absolument faramineuses. Vous retrouvez ça suivi régulièrement sur le site de l'ARCEP, le régulateur français. Donc, vous avez des courbes de croissance exponentielle des données. Mais ce n'est pas la donnée en tant que telle qui pose problème, c'est le fait de rendre des équipements obsolètes. Et ce qui fait les principaux flux de données aujourd'hui, ce n'est pas forcément des services. C'est-à-dire que si on pense à de l'échange d'informations, par exemple, des commandes ou autres, ce n'est pas ça qui va être très consommateur de données. Ce qui est aujourd'hui à la base de la croissance exponentielle, c'est la vidéo. Et ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête, c'est-à-dire que le fait d'avoir de la vidéo partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, en autoplay, en publicité dès que vous lancez une animation ou un site, c'est ça qui constitue le gros de la croissance de la donnée. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées et c'est ce que j'essaie de faire au début de mon livre, c'est poser un peu comment qualifier les impacts environnementaux du numérique. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des secteurs qui est les plus compliqués à évaluer parce que, je fais un exemple qui illustre ça rapidement, quand vous faites une analyse de cycle de vie d'une voiture, c'est facile, 90% de l'impact, c'est la consommation de pétrole et 10%, c'est la fabrication de la voiture. Sur le numérique, c'est le rapport inverse. 80 à 90% de l'impact, c'est les équipements et les usages, c'est 10 à 20%. Outre le fait que les équipements, tout seuls, ils ne font rien, ce que disait Anthony précédemment, c'est-à-dire que c'est des écosystèmes. On a de nombreux terminaux chez nous. Ces terminaux, tout seuls, ils ne font rien. Mon smartphone, en tant que smartphone, il ne fait rien. Pourquoi c'est un outil extraordinaire? Parce qu'il est capable de se connecter au réseau, donc il y a des réseaux, et parce que ces réseaux, ils ont derrière ce qu'on appelle le cloud, ce qui apparaît dématérialisé, et cette sémantique, elle induit, elle a plutôt tendance à nous faire croire qu'il n'y a pas d'impact. Or, il y a bien une matérialité dans le numérique. Et derrière nos terminaux, il y a des réseaux et il y a des data centers. Et évaluer l'impact du numérique, c'est considérer tout ça. Donc voilà pourquoi rapidement, c'est important et ce n'est pas aussi simple que d'évaluer l'impact d'un objet bien défini qu'on connaît bien et qu'on évalue depuis presque un siècle parce qu'il est là dans notre quotidien. Parce que si on doit faire un parallèle, la plus grosse partie de la consommation et de l'impact des équipements numériques, c'est dans leur utilisation, c'est dans l'usage. Donc en fait, c'est, si je comprends bien, la taille des autoroutes. Si on doit revenir avec une métaphore automobile, la taille des autoroutes a besoin d'être de plus en plus grande pour pouvoir laisser passer un maximum de données. La vidéo, la vidéo en live, du live streaming par exemple. C'est les usages qui conditionnent les équipements. Donc oui, on a des data centers qui croissent, qui sont plus efficaces, mais qui croissent. Donc ce qui fait que même s'ils sont plus efficaces, on ne réduit pas la consommation des data centers. Elle est stable à l'échelle mondiale. On a besoin de réseaux plus puissants. L'exemple sur la 5G illustre ça, c'est-à-dire que la 5G ne va pas se substituer à tout le reste. Ça va être une couche supplémentaire qui est là pour absorber les volumes de données supplémentaires. Et ces volumes de données, ils ne vont pas pouvoir être traités par nos terminaux. Donc, on va devoir changer de smartphone, on va devoir changer de PC. Et c'est tous ces usages qui font grossir l'écosystème numérique. Et le principal de l'impact réside dans la matérialité de cet écosystème numérique. Et qui vont accélérer donc l'obsolescence de tous ces terminaux qui sont en place de notre smartphone. Aujourd'hui, vous parliez de 5G. Donc, l'iPhone 12, on va dire, est compatible, mais l'iPhone 11 ne l'était pas. Perrine, par rapport à cette accélération de l'obsolescence, qu'est-ce qui va se passer en fait dans un futur proche ou moyen terme? Je n'ai pas de boule d'Irma, malheureusement. Mais par contre, avec cette croissance-là,
C'est très dangereux parce que comme le disaient Eric et Anthony, on sait que la pollution, enfin l'impact en tout cas du numérique, il vient des équipements. Et on sait aussi que pour fabriquer ces équipements, il faut des minerais rares. Et dans minerais rares, il y a rare. Et puis si on commence si on continue à consommer tel qu'on consomme le numérique aujourd'hui, bah, finalement, dans quelques générations, il n'y aura plus ces minerais. Donc on Donc, peut se pour poser la consommer un question, maximum. est-ce que c'est la fin du numérique? C'est ça, donc en fait, le véritable enjeu, donc c'est ce que vous disiez, c'est l'accélération de l'utilisation des services de plus en plus lourds, des équipements obsolètes de plus en plus vite et des minéraux de plus en plus réduits pour pouvoir recréer des nouveaux équipements. Et donc là, vous disiez, en quelques générations, si on doit essayer, on n'a pas la boule d'Irma, hein, mais si on doit faire une estimation à la louche, on est sur quoi? 100 ans, 200 ans? Moins que ça. Moins que Bien ça. moins que ça. 20 ans, 30 ans? Oui, C'est Presque, à difficile. peu près, c'est ça? 10? en fait, la difficulté, c'est que ça dépend des équipements. Et sur un smartphone, vous avez à peu près 60 composants dedans. Et donc, le fait qu'il manque un composant, soit il est substituable, soit il ne l'est pas. Du coup, c'est difficile de répondre dans l'absolu parce que s'il est substituable, il n'y a pas de problème de ressources. Par exemple, du plastique. Par contre, l'indium, par exemple, aujourd'hui, on en a besoin dans les écrans. Est-ce qu'on peut faire des écrans tactiles demain sans indium? Ça, c'est plus difficile de répondre à cette question-là. Mais en tout cas, sur certains matériaux et métaux, les risques de pénurie, ou pénurie c'est un peu compliqué, ou de tension en tout cas, parce que les prix peuvent monter. Du coup, les prix montent, donc on va en chercher plus loin. Mais les risques de tension sont beaucoup plus proches que de l'ordre d'un siècle. On parle de quelques décennies. Donc, c'est ce que disait Perrine. Ce n'est pas 100 ou 200 ans, c'est plutôt à l'échelle de quelques décennies. Et donc, si on doit arriver à la fin de la réflexion, on arrive à un shortage à une réduction drastique de la disponibilité de ces matériaux, de ces minerais rares. La conséquence pour le numérique, c'est quoi? La fin, rideau, on ferme le rideau. Anthony? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on ferme le rideau. Disons-nous bien que les minerais du numérique sont des minerais dont la majorité n'est pas recyclable ou très peu recyclable. Qu'on a bien une non-renouvelabilité de ces minerais et qu'on a tout intérêt à réutiliser ce qui a déjà été extrait. Si c'est possible, mais c'est pas ce rêve-là, il est quand même assez illusoire de la réutilité. Enfin voilà, on peut. La seule solution, effectivement, c'est à un moment donné d'arrêter la croissance des services pour que ce soit une obsolescence physique, électrique, électronique du matériel et pas une obsolescence qui est provoquée par le besoin, mais qui est bien provoquée par la limite physique du matériel. Donc, comment on allonge cette durée de vie? Pour moi, c'est vraiment la question. C'est aujourd'hui la seule solution qu'on ait dans le numérique et qu'on connaisse dans le numérique, c'est d'allonger la durée de vie du matériel. Et donc de revenir à, et quand on parle de sobriété, c'est donc à une sobriété de la conception des services numériques, pour faire en sorte que les équipements soient le moins obsolètes possible. C'est ça, Anthony? En tout cas, aujourd'hui, quand on conçoit un service numérique, on ne pense pas à la durabilité du matériel derrière, à pouvoir l'utiliser sur du vieux matériel, à pouvoir l'utiliser sur du matériel de plus en plus, de moins en moins, l'utiliser sur du matériel dont la performance stagnerait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut renouveler son matériel à peu près tous les 2 ans en moyenne. Parce qu'on a une croissance plus côté service que côté puissance du matériel, capacité du matériel. C'est comme quelque part pour notre planète, c'est cette question de biocapacité qu'on a derrière aussi, et c'est une question de quel besoin en équipe, hein, et quel est notre mode de vie derrière. Et certes, on peut peut-être faire du commerce en ligne, peut-être on se dit qu'on n'en fait pas du tout, ou peut-être on fait du commerce de manière assez sobre, fonctionnellement parlant, sur les sites en ligne, pour pouvoir ne pas renouveler le matériel. Et donc ça entraîne plein de décisions. Vous parliez là de commerce en ligne. Perrine, vous qui êtes experte e-commerce, web commerce, quelles seraient vos recommandations? Comment on fait pour alléger
les sites de e-commerce là qui explosent en ce moment? Bah, déjà, la première chose, c'est d'être informé. C'est de s'informer sur qu'est-ce que l'impact du e-commerce en France. Il y a un article qui est paru dans Capital au début du mois avec justement un témoignage de Frédéric Bordage, donc qui est à l'initiative de greenIT.fr et qui a calculé combien en équivalent de gaz à effet de serre le e-commerce représentait uniquement sur la partie serveur et réseau. Et uniquement sur cette partie-là, en 2019, on a compté 1,5 million de transactions. Non, je dis n'importe quoi, c'est 1,5 milliard. C'est pire que ça. Oui. et ce 1,5 milliard, il a généré l'équivalent de 1347 tours du monde en voiture. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Et ça représente 9900 tonnes de gaz à effet de serre. Voilà, donc la première chose, c'est de s'informer et de connaître un peu les chiffres et de se dire que non, le e-commerce, c'est pas totalement green. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer de remettre en question justement tous les métiers du e-commerce et pas seulement remettre en question les réseaux. Là, j'ai parlé des réseaux, mais j'ai pas parlé de l'impact des livraisons, par exemple. On peut se poser la question, la livraison express aujourd'hui, qui est une pratique de plus en plus courante et qui est d'ailleurs exigée par de plus en plus de consommateurs, cette pratique-là, on ne se rend pas compte, mais derrière, elle induit des camions qui partent potentiellement à vide ou à moitié vide. Elle implique du transport aérien pour garantir la livraison en 24 heures. Et voilà, donc c'est une pratique qui finalement on se demande, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer raisonnablement? Toujours sur la question de la logistique, il y a aussi, on sait que 43% des colis contiennent du vide. Voilà. Dans 43% des colis, on a du vide. Donc, ça veut dire que les transports, les colis qui sont expédiés, souvent les transporteurs, ils transportent quoi? Ils transportent de l'air. Voilà. donc ça aussi, c'est un impact. Et on pourrait remettre en question comme ça tous les métiers du e-commerce, y compris le métier dans lequel je suis experte, c'est-à-dire l'acquisition de trafic. Donc, je ne prêche peut-être pas pour ma paroisse en parlant de tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à remettre en question tous ces métiers-là? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dire, OK, l'investissement marketing que je fais dans la publicité en ligne, c'est quoi son impact? Et là, on s'adresse à des participants, à des auditeurs qui sont déjà dans une démarche d'éco-responsabilité dans leur offre produit. La question à se poser, c'est OK, je suis responsable dans mon offre produit, je fabrique des vêtements qui sont responsables, mais est-ce que je n'ai pas aussi intérêt à pousser ma réflexion et à me dire je veux être responsable, y compris dans ma stratégie de distribution et donc ma stratégie e-commerce? Voilà. Un petit exemple, Perrine, vous me disiez la dernière fois que sur l'e-commerce, les carousels, par exemple, si on parle vraiment technique, les carousels sont quelque chose qui va demander beaucoup de computer power, beaucoup d'énergie, de data. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire pour réduire concrètement et améliorer la fluidité sur un site dans l'expérience e-commerce? Pour le coup, je laisserai Anthony C'est vous vrai que c'est ça, c'est raconter un peu compliqué. plus, vous raconter en détail un peu plus l'éco-conception, mais oui, c'est une des solutions, ouais. Anthony, peut-être un, 2 ou 3 exemples assez rapides pour bien comprendre aujourd'hui pour des e-commerçants qui pourraient nous écouter, comment on fait pour améliorer la fluidité d'expérience, rendre ça plus simple, plus rapide, plus léger pour tous les équipements? Complètement. On a commencé à réfléchir, nous, avec, pour pas les citer, parce que j'ai pas eu d'autorisation explicite, alors je le ferai pas, mais avec un des sponsors des Fashion Green Days sur un site transactionnel seconde main. Voilà, ce qui donne un petit peu de cohérence métier aussi au sujet du numérique responsable. Et on s'est partagé des pratiques. Déjà, si on se concentre sur une page d'accueil, on s'est partagé des pratiques comme éviter le carrousel, qui est bien connu comme exemple dans le numérique, pas que dans le e-commerce, où le carrousel, on va sur une zone dédiée, occuper 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus de bandes passantes dans le cerveau de l'utilisateur, si je me permets.
quel besoin? Est-ce que l'utilisateur, quand il a passé une zone, est-ce qu'il a tendance à y revenir si souvent que 3-4 fois dans une consultation de page? J'en suis pas certain. Donc, il y a cette efficacité, hein, cette perte d'expérience pour moi qui est associée au carrousel, par exemple. Si on veut parler d'une pratique améliorable, on peut penser aussi à sélectionner les produits qui sont les plus consultés plutôt que de mettre des listes infinies de produits en page d'accueil, de mettre les 5 à 10 produits les plus consultés, faire confiance à M. Pareto en disant que 20% des produits vont peut-être générer 80% des consultations et avoir une certaine efficacité tout de suite sans avoir une liste infinie de ressources informatiques qui sont bien derrière des ressources environnementales, des minerais, des émissions de gaz à effet de serre, de l'eau, mais ayons un indicateur intermédiaire avec les ressources informatiques. Voilà, il y a une question de simplicité d'usage en lien avec l'impact environnemental. Ce qui est intéressant dans l'exemple dont je parle, c'est qu'au départ, c'est une application et un site web qui a été conçu plutôt par des gens qui sont de métiers techniques et qui ne sont pas les concepteurs habituels de ce type de service. Et du coup, eux, ils savent ce que ça engendre déjà en termes de maintenance, en termes de charge de travail pour eux aussi. Et il y a un lien aussi avec le coût de ce support-là et l'efficacité de nos services en termes de travail humain. Hein, à quoi on alloue notre temps de travail, entre guillemets? Est-ce que je suis développeur et j'alloue mon temps de travail à faire la maintenance de bugs pas très intéressants pour l'utilisateur, ou est-ce que j'alloue mon temps de travail à ce qui rend le plus de valeur pour l'utilisateur? Et donc, il y a plein de notions derrière. Concrètement, je suis une marque, j'ai un site de e-commerce qui a un carrousel, des listes, tout ça. Qu'est-ce que ça m'apporte de réduire tout ça? Financièrement, on va dire, hein, parce que à la fin, c'est quand même ça. Si j'optimise, qu'est-ce que ça me fait gagner ou économiser? Pour moi, vu qu'on va enlever des fonctionnalités qui ne sont pas utiles, on gagne en temps de développement sur les projets, donc en charge de projet, techniquement parlant. On va gagner en capacité, en maintenance, parce qu'on va avoir beaucoup moins de bugs, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simple qui génère moins de dettes techniques. Donc, on va gagner en maintenance et en charge de maintenance. Donc, ça, c'est aussi des coûts opérationnels extrêmement élevés. Donc, ça coûte moins cher en termes d'investissement pour du redéveloppement, du développement web. Bien sûr. OK. Bien sûr. Par exemple, ça améliore la fluidité aussi, donc ça peut augmenter les taux de conversion sur les paniers d'achat? Complètement. Alors là, on était sur les aspects, on réduit les coûts. Maintenant, on augmente les bénéfices économiques et on augmente surtout l'expérience utilisateur. On ne va pas dire qu'ils l'ont fait volontairement, mais on va prendre deux exemples très connus de tout le monde. D'un côté, on a Yahoo qui a une logique de portail hyper chargée avec une expérience assez lourde. Et on connaît les résultats économiques qu'ils ont eu à un certain moment. Et d'un autre côté, on a Google qui a fait quelque chose d'ultra simplifié. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire une recherche, où on vient consulter ces applications en haut à droite. Et au final, la productivité qui est trouvée par l'utilisateur, l'efficacité du service, ça génère une satisfaction énorme pour le consommateur final. Et donc, pour l'image de marque. Très clair. Eric, je ne vous ai pas du tout oublié et j'aimerais avoir votre avis justement sur cette partie e-commerçant ou en tout cas sur ces marques. Comment on fait pour leur faire prendre conscience de l'importance de l'enjeu? Aujourd'hui, vous qui êtes à l'ADEME, vous avez pu voir ces impacts. Comment on fait pour les sensibiliser? Comment on fait pour les emmener en mouvement là-dessus? Alors, un point qui me semble important, on a beaucoup discuté jusque-là de l'impact du numérique. Et moi, dans mon ouvrage, j'essaie notamment de m'attacher à dire, en fait, il faut regarder les deux côtés de la médaille ou de la pièce. C'est-à-dire, il y a tout le poids du numérique, mais il y a tout ce que le numérique nous permet de faire mieux et permet de faire différemment. Et un des premiers éléments là-dessus, Perrine l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est la mise en visibilité ou la réflexibilité que le numérique nous donne. On n'a jamais eu accès à autant de connaissances sur les flux de marchandises, de matières, de ressources qui sont échangées. Et comme la question de la traçabilité devient un enjeu majeur sur l'alimentation depuis quelques années, demain, ça doit être la même chose sur le numérique. C'est-à-dire que demain, on doit savoir sur le numérique, sur le textile via le numérique.
Le numérique nous permet d'avoir accès à une information sur le lieu de fabrication, les conditions de fabrication. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout cherché à valoriser ces éléments-là. Mais là, c'est vraiment le numérique en termes comme un outil positif qui va augmenter la relation, augmenter la confiance dans la relation avec le consommateur final pour l'informer sur le poids environnemental de son produit ou le fait que son produit contribue à améliorer les choses. Et puis, Perrine insistait aussi là-dessus, sur les dimensions de livraison, qui sont évidemment un des points cruciaux dans l'impact final. C'est-à-dire que se faire livrer en 24 heures, c'est évidemment catastrophique. Donc, donner une information claire à l'utilisateur sur vous faites livrer en 24 heures chez vous ou vous allez en point relais en 48 heures, c'est quoi l'impact environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie et tout. Donc, c'est tout ça ce que j'appelle la réflexibilité. Et le numérique, il présente un potentiel considérable pour ça. Donc, il y a tout ce qu'il s'agit d'améliorer dans les process, dans le e-commerce, etc., ce que Anthony et Perrine évoquaient. Et moi, je pense qu'il faut aussi penser l'autre côté, c'est-à-dire comment le numérique nous permet de transformer la relation avec le consommateur final pour donner plus d'infos, accéder à plus de transparence. Parce qu'avec le numérique, on parle toujours de transparence sur la prise de décision et tout ça. Et en fait, mais ça va au-delà du textile. Moi, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup sur le numérique. Si vous souhaitez connaître quel est l'impact précis de votre smartphone, c'est infaisable. C'est quand même paradoxal que dans le domaine du numérique, là où on parle en permanence de profusion de données, de transparence, on ne soit pas capable de qualifier précisément le poids environnemental de votre smartphone ou de votre heure de streaming ou on peut tirer le fil, et c'est pour ça que sur le textile, ça fait sens à mon sens de tirer le fil, ou d'un achat en ligne avec un mode de livraison plutôt en 48 heures en point relais ou plutôt en moins de 24 heures à la maison. Donc, je pense vraiment qu'il faut travailler sur ces deux volets. Pardon, un problème de quantification, donc de question d'analyse de cycle de vie, mais je vais venir vous embêter sur un sujet qui, moi, me paraissait un peu important. On est là maintenant, aujourd'hui, à dire, voilà, il faut optimiser le numérique, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Si on regarde, par exemple, pendant le confinement, on regarde l'impact humain qui a été réduit grâce au confinement et qu'on se dit, voilà, tout ça, c'est déporté sur le numérique. Tous les achats qui n'ont pas pu s'effectuer en physique sont passés sur le numérique. Et qu'on fait le bilan des deux, comme ça, grosse louche, on se dit finalement, est-ce qu'on n'a pas gagné au change quand même entre l'impact physique de l'humain et l'impact numérique? Je parle juste, par exemple, pour le jour du dépassement, où on a gagné 25 jours parce qu'on a confiné le monde entier pendant 2 mois et demi. Est-ce que finalement, ce n'est pas un mal pour un bien? Alors, on a gagné, mais un tout petit peu. En fait, c'est largement insuffisant. Et pour commencer à répondre, je vais reprendre un terme que vous avez employé. Le numérique nous permet d'optimiser. En fait, ce n'est pas du tout la question. Il ne s'agit pas d'optimiser un système qui est le système de gaspillage énergétique et de ressources. Gaspiller un système inefficace, on est d'accord que ça n'a pas grand sens. Ce qu'il faut, c'est transformer le système. Il faut transformer nos manières de consommer, il faut transformer les systèmes productifs. Et c'est pour ça que le confinement, en fait, il n'a pas eu un impact si considérable que ça. Oui, on a gagné quelques jours. Oui, sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales, on sera entre moins 5 et moins 10%. Sauf que ce qu'il faut faire, c'est en 30 ans, atteindre la neutralité carbone. Ça veut dire, pour la France, diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre en 30 ans. Une fois qu'on a ces ordres de grandeur-là en tête, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'optimiser le système. Il faut le transformer, il faut produire avec des énergies renouvelables, il faut ralentir, il faut utiliser les modes de transport les moins impactants, comme le ferroviaire plutôt que la route. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Et le numérique, dans plein de cas, peut nous aider. Mais si on pense juste le numérique comme une couche qui vient se plugger sur un système qui fonctionne comme il est aujourd'hui et qu'il s'agit juste d'optimiser, c'est sûr qu'on ne sera pas au rendez-vous. Et je rebondis donc sur ce point-là. Perrine, comment on fait pour faire prendre conscience aux consommateurs, aux entreprises, de se transformer? Comment on leur fait prendre conscience et comment on les emmène sur cette transfo? Déjà, la prise de conscience. Par des tables rondes comme celle-ci, par exemple.
Mais on va dire qu'ici, c'est plutôt des gens, inspirés par ce sujet qui sont venus nous Ouais. voir. Comment on fait pour avoir un impact plus large? Ouais, bonne question. Ce serait bien d'avoir, le soutien du gouvernement aussi, par exemple, sur un meilleur encadrement et la mise en place de lois, par exemple, sur l'obsolescence. Et puis peut-être, commencer à éduquer aussi les nouvelles générations. Ça se fait Mmh. de plus en plus, mais bon, c'est encore difficile. Il y a de plus en plus d'initiatives. Il y a la fresque du numérique, par exemple, qui est une super initiative. C'est un petit atelier que je conseille vraiment à tout le monde pour comprendre l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, il y a plein de petites initiatives comme ça qui émergent. Est-ce que ce sera suffisant? J'en ai aucune idée, j'espère. Mais voilà, quelques pistes en tout cas pour sensibiliser. Quelques pistes, donc sensibilisation à travers de la formation des plus jeunes, Mmh. du législatif, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai une autre question, Eric, peut-être. On est sur un sujet, le numérique, on est sur un sujet innovant, on va dire. Le digital, voilà, c'est l'innovation. Comment on fait pour avoir une stratégie de communication sur cette prise de conscience qui soit innovante aussi et qui sorte de la culpabilisation? De se dire: «C'est pas bien, voilà, il faut pas acheter le dernier iPhone 12». Comment on fait pour être innovant aussi dans cette, communication et dans cette prise de conscience? Les leviers, ils sont à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont du ressort du réglementaire, il y a les entreprises qui ont à proposer des choses nouvelles, il y a les consommateurs qui, dans des mouvements collectifs, que ce soit avec les associations de consommateurs historiques ou avec des associations comme HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui fait un travail de lobbying pour faire bouger ces choses-là. Euh, Chacun doit essayer de penser comment il peut faire bouger les choses à sa place. Parce que ce qu'on disait au début, c'est qu'on est face à un système. Et du coup, on n'est pas dans la recherche du bon bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour dire ah ben ça y est, on a mobilisé ça, maintenant les choses sont réglées. Et, euh, et le système est plus vert et ça fonctionne. Donc, on doit vraiment mobiliser tous les acteurs qui interviennent sur ces sujets-là, tous les niveaux. Et pour prendre un exemple un peu précis sur comment on sort de la culpabilisation, la question, elle est autant culturelle que technique que politique. Aujourd'hui, la publicité se fait si on parle du numérique, plus que du textile, la communication, elle se fait sur le nouveau smartphone qui va avoir 3 objectifs et donc qui va prendre des photos. La vraie question, c'est à quel moment la publicité et la communication se fait pour les fabricants autour de la transparence sur les composants qu'il y a dans leur smartphone. L'origine de ces composants, vous avez par exemple des fabricants comme Fairphone qui s'engagent là-dessus, qui vous disent ben, nous, nos matériaux, ils viennent de telle filière et commerce équitable, telle autre, non, mais en tout cas, on a une certaine traçabilité. Donc, c'est un exemple qui est encore aujourd'hui, pas anecdotique, mais qui évidemment ne représente pas les mêmes ordres de grandeur que les mastodontes. Mais ça commence à changer les imaginaires. Et c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur la traçabilité autour du textile. C'est comment, à un moment, on redonne du sens à la consommation en étant plus transparent, plus clair sur l'origine des produits, sur les conditions de fabrication, sur l'ensemble de la chaîne. Parce que le fait d'avoir des chaînes de plus en plus globalisées, c'est clair que ça a cassé toutes ces relations-là, toute la mise en visibilité de ces enjeux-là. Et donc pour ça, il faut des consommateurs qui demandent ça, il faut des sites, des plateformes de vente qui mettent mieux en valeur ça, il faut des réglementations qui poussent les producteurs à être plus transparents sur les infos qu'ils donnent à travers des baromètres, des étiquettes d'énergie, etc. Mais voilà, je dirais la bascule à rechercher, c'est arrêter de vendre du toujours plus pour qu'on change de smartphone tous les 2 ans. Et par contre, qu'on nous vende des smartphones qui soient réparables au maximum, qui soient réutilisables au maximum, qui soient le plus transparent possible sur les conditions de fabrication, sur les matériaux utilisés. À quel moment on va nous dire, ben voilà, moi je vous propose un smartphone, il est composé à 10, 20, 30, 50% de matériaux recyclés. Bon,
Voilà. L'enjeu, c'est ça. C'est à quel moment la communication se fait là-dessus. Aujourd'hui, juste un ordre de grandeur, les téléphones qui sont récupérés en France, c'est 10%. Donc, vous voyez le gap entre une communication et une publicité où on incite à toujours renouveler le matériel et de l'autre côté, le bout de la chaîne qui n'est absolument pas traité avec toute tout l'intérêt qui devrait. Et là où on se rend compte peut-être, on va dire, sur le secteur de la mode, que le seconde main est important, que recycler est un sujet, que même il y a une certaine, mode, on va dire, c'est assez, on se revendique, quand on achète du seconde main. Ça a un côté sexy qu'on n'a pas encore sur le côté numérique ou sur le côté électronique. Je vois très facilement, je peux avoir des amis qui vont dire: «Bah, voilà, je l'ai chiné dans une fripe». Je vois rarement quelqu'un qui va me dire: «Ah, regarde mon téléphone, je l'ai acheté, sur Back Market». Enfin, moi, je le fais parce que je les achète sur Back Market, hein, j'adore ça. Mais ça a moins ce côté sexy, on est moins mis en valeur, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là-dessus, peut-être, de rendre sexy l'achat de seconde main, la réutilisation, ou même les dumb phones? Parce qu'on parle beaucoup de smartphones, mais on parle, aussi petit à petit des dumb phones, ces téléphones qui ne sont pas connectés à internet. Heu, Perrine, comment on fait peut-être pour rendre sexy, à nouveau, la consommation de produits électroniques, seconde main, qui ont moins d'impact numérique? Très bonne question. Pardon, je coupe court. Ben, je pense que de plus en plus, justement, Back Market fait plutôt bien son travail et on connaît, enfin, j'ai l'impression que tout le monde commence à connaître Back Market et commence à connaître d'autres plateformes qui proposent comme ça des reventes de produits reconditionnés. Après, la difficulté, c'est que un produit reconditionné, l'utilisateur va avoir en tête que malheureusement, l'obsolescence programmée va arriver plus vite que s'il achetait en neuf. Et donc, on retourne dans cette problématique d'obsolescence programmée finalement. Mmh mh. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait que, oui, on aime avoir pour le coup la technologie dernier cri, le dernier iPhone qui fait des photos magnifiques, aussi parce qu'on est dans cette logique de je poste des photos 3 fois sur Instagram par jour. Donc, c'est difficile en fait de rendre sexy la technologie seconde main, puisqu'on est dans cette logique où on cherche à avoir la dernière techno, l'iPhone dernier cri, et que acheter du reconditionné, ça veut dire ne pas acheter le dernier iPhone, et ça veut dire du coup avoir une machine, un équipement qui potentiellement, dans un an, ne fonctionnera plus. Mais on a réussi à le faire sur la mode. Je Ouais. suis persuadé qu'il y a des acteurs qui vont réussir à le faire. On parlait de Back Market tout à l'heure, peut-être d'autres. Il est 16h08. Je vois beaucoup de commentaires dans la conversation du webinaire. J'ai envie de vous poser encore plein de questions, mais je pense que c'est bien de prendre quelques, exemples et quelques questions qui ont pu arriver en parallèle. J'en ai une de TDS qui dit: «A-t-on une idée de l'impact d'un événement comme le Black Friday?» J'imagine de son impact, digital, numérique. Heu, Eric, peut-être, est-ce qu'on a des chiffres, de ce type d'impact, de ce type d'événement? Vous pouvez me dire non, hein. Alors, ouais, à ma connaissance, non. Euh, de manière générale, c'est vraiment une des difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées au début, on a une image macro de l'impact du numérique. En gros, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Mais quand on 4%. veut rentrer dans le Je vais détail, regarder s'il y a des C'est personnes. toi que tu fais. Ça marche, ça fonctionne, c'est bon, regarde. Aidez-nous, quand on veut Fashion rentrer Week. dans le détail d'un service particulier, mais ça nécessite des évaluations particulières. Et l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure sur les livraisons, évaluer le Black Friday, ça veut dire évaluer les pratiques. Ce n'est pas uniquement le jour J, tous les gens qui se connectent frénétiquement pour commander et être sûr d'avoir la dernière pièce dispo, quel est l'impact sur les serveurs. C'est derrière, c'est quoi les modes de livraison mobilisés, selon qu'on fasse de la livraison rapide, ce que j'évoquais tout à l'heure, etc. Donc, c'est vraiment pas trivial. Il y a des enjeux importants là-dessus, mais aujourd'hui, dans bien des cas, on n'est pas capable de répondre précisément. Et pour vous donner un exemple concret,
Pourquoi c'est pas simple? Là aussi, vous avez des travaux de l'ARCEP, le régulateur. Il vous dit quand vous consommez vous consommez en 4G des données via de la fibre, on a un rapport de 1 à 10. Donc, on change d'ordre de grandeur en termes de conso énergétique. C'est Et plus donc, gros de voilà. consommer via la fibre. Comment? Plus gros de consommer via la fibre. Non, l'inverse. En fait, L'inverse. le mode mobile 4G est nettement plus consommateur que le réseau classique. Et la D'accord. fibre, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des nouvelles technos qui sont moins consommatrices, il y en a qui sont plus consommatrices, et la fibre est moins consommatrice que le réseau traditionnel. Il faudrait limite, avant la mise sur le marché de chaque service numérique ou technologique, se poser la question de son impact supplémentaire ou inférieur par rapport à la technologie précédente. Exactement, ce qu'on ne fait jamais en fait. Aujourd'hui, on déploie la techno et après on dit, tiens, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Voilà. Et Est-ce qu'il faut globalement, on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens. C'est ça, c'est comme les panneaux photovoltaïques. On s'est dit que c'était une bonne idée, puis 10 ans après, on nous dit que ce n'était pas une bonne idée. Et qui devrait faire ça, à votre avis, Eric, sur le marché? Est-ce que c'est l'ARCEP qui devrait faire ce calcul des ACV de nouveaux services avant de les accepter sur le marché? Quelle, quelle institution? Alors, l'ADEME, par exemple, on a un travail prospectif d'évaluation avec l'ARCEP sur les futurs réseaux. Ok. Après, on est face à une difficulté fondamentale qui est d'évaluer des choses qu'on ne connaît pas, donc sur lesquelles il faut faire des hypothèses d'évolution. La 5G, par exemple, la 5G, elle est au service de quoi demain? C'est pour regarder de la vidéo dans le train, donc en mobile et tout, ou bien c'est pour faire de la médecine sur des usages bien particuliers? Ou est-ce que c'est pour faire tout ça? Donc c'est loin d'être évident. On va plutôt dans le bon sens, hein, mais on est face à un secteur qui est tellement dynamique, ce que j'évoquais tout à l'heure, des croissances exponentielles, des renouvellements d'équipements tous les 2 ans. Et du coup, pour le moment, on a plutôt l'impression d'être systématiquement avec un train de retard sur l'appréciation de l'impact du numérique. J'entends bien. Je rebondis une dernière fois, je vous embête une dernière fois, Eric, avec une autre question de TDS. Est-ce qu'il y a un guide de l'ADEME pour aider à réduire l'impact numérique? Alors, à ma connaissance, non, mais moi, je ne travaille pas spécifiquement là-dessus. Il y a des collègues qui travaillent spécifiquement sur l'objet numérique en tant que tel. On a des travaux en cours. J'ai évoqué avec l'ARCEP, on a des travaux qui ont donné lieu à des publications déjà, des analyses de cycle de vie sur les équipements, donc qui vous permettent de voir où se situe le poids principal, pourquoi sur certains équipements c'est très important d'augmenter la durée de vie de ces équipements. Mais sur les programmations ou du code vert, on n'a pas de code, mais il y a des acteurs, et notamment la communauté Green IT fait partie des acteurs de l'écosystème numérique qui travaillent à mettre tout ça en perspective et à formaliser un peu les meilleures pratiques et les meilleurs retours d'expérience notamment. Ok, si entre-temps vous avez peut-être des liens à partager, ma dernière question, il nous reste 1 minute, c'est est-ce que chacun d'entre vous pourriez recommander une lecture pour sensibiliser à ce sujet de l'impact des données, l'impact du numérique? Une lecture, un livre peut-être. Anthony, est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander? Bien sûr, on a parlé d'éco-conception pendant le sujet et on parle de réduire l'empreinte des services numériques. Donc, il y a un bouquin qui est écrit par Frédéric Bordage qui s'appelle Éco-conception web. J'en profite, j'en donne deux de son écriture, mais le deuxième est sobriété numérique et ça permet de se rappeler qu'il est à l'origine du concept de sobriété numérique aussi. Et éco-conception web, si on a toutes les bonnes pratiques ne sont pas applicables au site marchand et c'est difficile d'appliquer les 115 bonnes pratiques qui sont données là au site marchand. Pour autant, on peut en appliquer une partie et après on peut s'inspirer aussi de ce qu'on en conclut pour appliquer ça à l'industrie de la mode, pardon. D'accord. On finit rapidement. Perrine, un autre livre, j'imagine qu'en disant Frédéric Bordage, Anthony vous a coupé un peu l'herbe sous le pied. Ouais. Oh, je me doutais que tu allais citer ça, pas de souci. Non, je l'ai cité tout à l'heure, c'est pas un livre, c'est un atelier qui est super, qui est la fresque du numérique. Et vraiment, je vous le recommande parce que non seulement ça vous donne, ça brosse
tout l'impact du numérique sur l'environnement, mais ça donne aussi en dernière partie des solutions. Donc, c'est top. C'est un atelier qui dure 3-4 heures et que vous pouvez faire en ligne. Ça se fait aussi en présentiel. C'est Yvan Mugneux et Aurélien Desragnes qui sont à l'origine de ça. C'est calqué sur la fresque du climat et c'est ludique, c'est interactif et c'est vraiment chouette. Je l'ai mis en commentaire là dans la conversation. Eric, pour conclure, un livre peut-être, une lecture? Ouais, peut-être un qui vient de paraître récemment, qui donne un peu de perspective à ce qu'on a discuté là. C'est Technologie partout, démocratie nulle part, d'Irénée Regnault et Yael Benayoun, Yes. qui pose un peu ces questions-là de mise en débat, de mise en visibilité des choix techniques qu'on a tendance à un peu mettre sous le tapis. Voilà, ça permet un peu de compléter ce que les uns et les autres ont cité. C'est parfait. Merci beaucoup.